Bien le bonjour et bienvenue sur une vidéo qualitative parlant de manga et animé. La dernière fois j'avais parlé de drama autour d'une œuvre qu'il fallait savoir nuancer ses propos. Bon, aujourd'hui on sera un peu dans la même approche. Car je vais parler d'une œuvre assez critiquée, parfois pour de bonnes raisons, beaucoup d'autres fois car c'est pas aussi incroyable que insérer ton manga phare du moment, même si en vrai c'est souvent un fan de Boruto qui sort ça. Ça va, du calme, on rigole un peu. Je pense pas autant que les fans de SNK et de One Piece sur le foreshadowing. Et hop, autre communauté touchée, je coche. Bon, plus sérieusement, je voudrais aujourd'hui parler d'un manga se passant au Japon à l'ère Taisho. Un manga avec des démons. Non. Avec des pourfendeurs de démons. Non, vous devinez pas? Avec les rôdeurs de la nuit. Ah, voilà. Donc en effet, aujourd'hui je vais parler de Demon Slayer. Je parlerai bien entendu uniquement de l'animé, donc rien au-dessus du chapitre 139. Je réserve ça pour une vidéo critique de toute l'œuvre, donc je sais pas quand elle sortira, mais elle sortira. Sur ce, c'est parti. Je vais être direct vis-à-vis de Demon Slayer. C'était pas ma meilleure lecture que j'ai pu faire, mais c'était très plaisant et je pense que c'est une œuvre que je peux relire sans trop de soucis. Ça vient d'une chose qui peut paraître un peu débile, mais Demon Slayer c'est simple mais efficace. Ça m'arrive d'utiliser ça pour une œuvre, mais à mon sens, Demon Slayer est l'une des œuvres qui embrasse le mieux cette expression. T'as des œuvres que j'ai appréciées et qui sont même bien plus hautes dans mon classement que Demon Slayer, mais qui souffrent d'un problème de rythme pour certains arcs, ou encore qui ont une fin qui est rushée et pas terrible. Ce qui n'est pas le cas de Demon Slayer. L'œuvre n'est pas très originale, son univers ne va pas non plus très loin dans le détail, et pourtant ça fonctionne. Pourquoi donc? Car sur toutes les choses classiques que l'œuvre fait, elle le fait très bien. Pour remettre dans le contexte déjà, on suit les aventures de Tanjiro Kamado, qui est un peu le pilier de sa famille. Avec la disparition de son paternel, c'est lui qui va vendre son charbon de bois afin de subvenir aux besoins de sa famille. Un jour, en revenant chez lui après la nuit passée dans le village où il avait l'habitude de vendre son charbon, il va découvrir sa famille totalement massacrée. L'auteur de cette boucherie n'étant que l'antagoniste principal, Muzan. Oui, non, je ferai pas la blague sur l'analogie à un chanteur très célèbre car ça a été trop fait. Par chance, sa sœur Nezuko sera toujours en vie. Le problème, son sang est corrompu et va donc enclencher sa transformation en démon. Normalement, dans cet univers, les démons se laissent envahir par leur soif de sang, mais dans le cas de Nezuko, après quelques pulsions et l'accrochage avec un des lieutenants du corps des chasseurs de démons, le pilier de l'eau Gyu, elle va réussir à se contrôler. Ainsi va démarrer la quête de Tanjiro qui est la recherche d'un remède pour sa sœur. Et oui, c'est un truc que j'ai vu passer et beaucoup se trompent là-dessus, bien qu'il soit remonté contre Muzan, ce qui est logique vu qu'il a massacré sa famille, Tanjiro a comme but premier de soigner sa sœur. Et concrètement, durant toute l'œuvre, on va voir que ce protagoniste, mis à part à 2-3 moments, n'est pas si enragé que ça. Tanjiro est connu pour sa grande bonté d'âme. Même contre des adversaires qui auront fait beaucoup de mal, il va réussir à être compatissant. Sur une très grande partie des démons qu'il va vaincre, il aura toujours une pensée pour eux, que ce soit une prière ou une main afin de les accompagner dans leur disparition. Le passage qui appuie énormément sur la compassion de Tanjiro, c'est le passage dans l'arc Mugen Train où ils sont prisonniers du rêve. Inosuke, Rengoku et Zenitsu protègent farouchement leur esprit. Par ailleurs, le rêve d'Inosuke me fout droit de rire. Regardez-moi ce sacripant. Tanjiro, lui, est d'une si grande compassion qu'il accompagne l'enfant jusqu'à son noyau, ce qui a pour effet de carrément enlever toute volonté à l'enfant de le nuire. Par contre, pour revenir sur les démons, bien qu'il soit compatissant envers eux, il n'est pas du genre à se dire qu'on peut les sauver. Il va les pourfendre pour leur apporter le salut, et c'est tout. C'est intéressant d'avoir un personnage aussi empathique, mais qui n'est clairement pas aussi naïf que d'autres héros. Je peux enchaîner sur l'un des points forts de Demon Slayer, c'est une œuvre qui est énormément portée sur l'émotion, et c'est une œuvre qui sait très bien jouer avec. Principalement, ça va se jouer avec de la mélancolie, et ça personnellement, ça me touche assez aisément. Alors, bien entendu, Demon Slayer est très épique, et l'anime sublime l'œuvre de Gotoge. Les passages où nos protagonistes donnent tout pour défaire les démons, concrètement, je hurle avec eux, bien que cela me pose des problèmes car j'habite pas tout seul et qu'on va me prendre pour un animal, que je suis déjà peut-être. Mais en effet, les combats sont bons, que ce soit dans la chorégraphie, forcément avec des techniques de sabre, t'as de quoi faire des choses plutôt cool, sans parler des teamfights vraiment sympathiques. Et justement, je voudrais donc pouvoir en parler, les relations entre personnages. Si Kimetsu arrive aussi bien à transmettre quelque chose,
c'est bien par les liens que développent les personnages entre eux. Tu n'es pas là avec des persos qui sont dans leur coin et qui ne se parlent pas. Bonjour Jujutsu Kaisen. Que ce soit des relations que l'on voit directement comme celle avec notre groupe de héros, celle des piliers ou bien même des démons. Tu prends la relation de Daki et Gyutaro, c'est très bien écrit par Gotoge. Tu as du tragique, une évolution poignante et conflictuelle, puis une magnifique conclusion bien qu'elle soit dure. Car Gyutaro doit aller en enfer pour se purger de ses péchés, des crimes qu'il a commis, mais sa sœur ne pouvant pas se résigner à le laisser seul, l'accompagnera. Tu couples ça au fait qu'en plus, cette relation est une sorte de parallèle à la relation Tanjiro-Nezuko, et tu te retrouves avec une très bonne écriture. Pourtant, ça reste très classique, hein. C'est juste que dans le cas de Demon Slayer, c'est totalement maîtrisé. Et puis, pour tout de même parler de personnages qui meurent, ils ne sont aucunement oubliés. Après sa courte apparition, qui est d'environ 12 chapitres, même après sa mort, Rengoku sera toujours dans le récit. Car tout d'abord, ce sera quelque chose qui va faire avancer Tanjiro, ça va le pousser à redoubler d'efforts afin d'éviter que de nouvelles tragédies surviennent. Puis, dans un second temps, ça peut paraître un peu bête dit comme ça, mais les personnages se remémorent des moments passés avec lui. Il n'y a qu'à voir Tengen qu'il adorait et l'estimait énormément au point de le mettre au-dessus de lui. Encore Muichiro qu'il appréciait grandement. Ou je peux tout simplement prendre la réaction de tous les piliers à l'annonce de son décès. Demon Slayer sait comment tisser des liens entre personnages afin de nous y faire réagir, que ce soit dans la tristesse comme dans la joie. Je parle en général de Demon Slayer, il faut donc bien que je passe par une case importante de toute œuvre, les antagonistes. Comme l'indique le titre de la série, les antagonistes sont des démons, dont le principal étant Muzan, l'origine de l'ère démoniaque. Autre que le côté vil et terrifiant des démons, ils incarnent quelque chose de super intéressant, peur de la mort. C'est tout le speech de l'œuvre. Les démons, dans leur conception, sont des êtres ne pouvant sortir uniquement la nuit, au risque de disparaître au moindre rayon de soleil. Ouais, pas de séance UV possible pour ces lascars. Les démons ne peuvent vivre une existence pleinement épanouie. Leur chef est un tyran qui n'hésitera pas à les détruire s'ils ne sont pas assez utiles. Muzan l'a bien montré en fin de saison 1 avec les lunes inférieures. T'es faible, tu meurs, tu as peur, tu meurs, tu le contredis, tu meurs, tu discutes avec, tu meurs, tu simes, tu survis. Commence à devenir bizarre, Demon Slayer. Ils doivent se nourrir d'humains afin de rester à peu près forts, que ce soit physiquement ou mentalement, et dans une grande partie des cas, ils sont devenus fous et ont massacré leurs proches. Tu rajoutes aussi les pourfendeurs qui les chassent, et en effet, tu obtiens la recette parfaite pour une vie pas tranquille. Malgré une vie très longue, ils sont en permanence proches de la mort, et la redoutent fortement. De l'autre côté, les humains, bien que plus fragiles, ne pouvant vivre éternellement, ont une vie bien plus passionnante sous le soleil. Ils peuvent créer des liens, fonder une famille, vieillir aux côtés des gens qu'ils aiment et peuvent également léguer leur volonté à la génération suivante. C'est Rengoku Kyojiro qui va avancer cette idée. Vieillir et mourir est l'essence même de la beauté éphémère qui définit l'être humain. Nous ne sommes pas éternels, mais nous allons pouvoir marquer le monde, via nos proches, ce que l'on aura fait durant notre vie et nous laisserons un souvenir sur Terre. Concernant Muzan, bien qu'il soit le boss de tous les démons, il n'est en réalité pas si loin d'eux. Bien qu'immortel et que la seule chose pouvant le tuer étant le soleil, il vit dans la peur. Premièrement, se croyant invincible, sa rencontre avec Yoriichi, le pourfendeur de démons le plus puissant qui n'ait jamais existé, le bouleversera à jamais. Il s'est tellement fait surclasser en combat que Muzan s'est terré jusqu'à la mort de Yoriichi, qui va lui mourir de cause naturelle. Cette peur qui atteint Muzan est si forte que simplement tombant sur Tanjiro qui est le descendant de Yoriichi, il va vouloir que cette démon l'élimine. La peur de Muzan sera également propagée dans toutes ses cellules, à tel point que certains démons en face de Tanjiro auront des fragments de souvenirs de l'affrontement entre Muzan et Yoriichi. Pour finir, le dernier point que je voulais aborder est le cast de manière générale. Chaque personnage aura sa quête et surtout, là où Demon Slayer est excellent, c'est les backstories. Ce n'est que mon humble avis, mais t'as énormément de backstories bien ficelées. Je l'ai évoqué avec Gyutaro et Daki, mais ça s'applique pour presque tous les personnages importants. Les backstories sont poignantes, elles ne les laissent pas indifférents. C'est vraiment également l'un des points qui fait qu'on arrive très rapidement à s'attacher aux personnages de Demon Slayer. Ils sont profondément humains. Je ne spoilerai pas sa backstory, mais la backstory de Yoriichi est-elle touchante d'une puissance inimaginable. Ce qui rejoint toutes les backstories
et que pour pratiquement tous les personnages, elle te montre à quel point, peu importe qui ils sont au moment du récit, leur backstory nous ramène à un côté fataliste d'être un humain ne pouvant éviter certaines tragédies. Les personnages qui s'en sortiront le mieux seront ceux qui arriveront à dépasser cet événement tragique et qui n'auront pas été pétrifiés face à cet obstacle, car le temps, lui, n'attend pas. Demon Slayer est donc une œuvre qui n'a rien de vraiment original. Elle reprend des codes déjà vus, mais sur ce que l'œuvre fait, l'écriture est maîtrisée. C'est un vrai récit avec une quête sur l'humanisation qui s'offre à nous. Un héros au grand cœur qui n'hésite pas à se salir les mains si nécessaire, qui fera tout pour sa sœur, mais également pour faire disparaître la menace qui est Muzan et de tous les démons qui l'accompagnent. Donc en effet, dire que Demon Slayer ne raconte rien et que seul l'anime vaut le détour, c'est entièrement faux. Vous pouvez ne pas aimer, les goûts et les couleurs ça appartient qu'à vous, mais rabaisser l'œuvre de la sorte, c'est non. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous encourage à toujours vivre la tête haute, continuez à vous perfectionner et enflammez votre cœur. C'était Ryustar.